Personne n'a eu un rôle qui lui est tombé dessus dans la rue. Genre, personne, jamais. Tous les gens qui ont eu un rôle ont eu envie d'avoir un rôle et ont fait un minimum de démarches pour. L'idée, c'est que tu te présentes un peu. On sait que tu as fait du théâtre, des cours, des longs métrages, des séries, des fictions radiophoniques. Comment tu te définis aujourd'hui? Ah, waouh. Ok, on plonge. Je me définis. Non, mais il y a un lien commun. Tout ça, c'est le jeu. Mon travail, c'est de prendre le texte que quelqu'un d'autre a écrit et essayer de le faire entendre au mieux. J'aime assez travailler dans des univers différents. Je trouve que c'est un grand luxe parce qu'au théâtre, je vais pouvoir faire des choses, je vais pouvoir chercher, alors que en série, par exemple, il y a beaucoup moins de temps, il n'y a pas du tout de temps pour chercher, donc il faut venir avec des bribes de solutions. Et en même temps, au théâtre, je suis nourrie de la rapidité et de l'élan dont j'ai besoin dans des plateaux de séries. Donc voilà, l'un et l'autre se nourrissent. C'est quoi ton premier souvenir avec le cinéma? Ah ouais, bonne question. Moi, je me souviens en tout cas d'une fois où je me suis dit « Ah, attends, j'ai l'impression que c'est un métier ». Je crois que j'avais vu Nikita de Luc Besson. Je pense que c'est une référence que vraiment, avec laquelle j'ai du mal aujourd'hui. Mais si je veux être tout à fait honnête, je pense que c'est parti là. Je me souviens de donc Anne Parillot dans Nikita. D'un coup, je voyais une personne civile qui, avec son métier, s'était mise en danger. Prenez le risque. Quand on joue pour quelqu'un. Parfois, il y a une salle immense, une salle de théâtre, et on va penser à une personne et on joue pour une personne. Tout d'un coup, je sais pas, avec Anne Parillot, ça m'a raconté ce métier et je me suis dit, ça a l'air intense. C'est quoi ton format préféré parmi tout ça? Est-ce que c'est plus le théâtre, le cinéma, le cours? Le théâtre, c'est comme, je sais pas, je dirais, pour un sportif, j'imagine qu'il a son endroit où il bosse, où il cherche, où c'est une question d'hygiène. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au théâtre il y a vraiment un artisanat, il y a vraiment une chose aussi avec d'humilité tous les soirs, même les soirs où on pense bon là peut-être c'était pas mal. De toute façon le lendemain il y a tout à refaire. Cette chose-là c'est quand même mon ADN de comédienne et puis c'est ça que j'ai eu envie de faire au début. J'ai dit s'il vous plaît inscrivez-moi à un cours de théâtre. Plus tard j'ai su que le cinéma existait. Et le cinéma c'est autre chose. Cinéma, ça renvoie à un... Moi, j'ai compris que j'étais rousse en allant passer des castings pour le cinéma. Avant, je pensais que j'étais genre normale, comme tout le monde. Et en fait, le cinéma nous renvoie à ce qu'on est constamment, à la silhouette qu'on est, à ce qu'on dégage, à ce qui nous échappe aussi. Au théâtre, on a ce luxe de dire là, je suis ce coussin. On part du principe que je suis ce coussin, je vais jouer ce coussin, et ok, et on part sur cette histoire-là. Le cinéma nous renvoie beaucoup plus à une chose de réalisme, de naturalisme, qui parfois est bien, parfois a ses limites. Ce serait quoi tes influences, tes inspi? Qu'est-ce qui t'inspire? C'est quoi les réalisateurs, les acteurs? Ce qui est fou, c'est que tu grandis en fait en tant que Français avec vachement la culture américaine. Donc pendant longtemps, pour moi qui avait juste la télé, j'habitais à un endroit où il n'y avait pas de cinéma. Donc pour moi c'était les films américains quoi. C'était une sorte soit des rom-coms, soit des... Et pour moi c'était ça le cinéma. Ce qui est génial c'est de grandir et de vieillir et de découvrir qu'il y a 1000 autres cinémas, 1000 autres cultures. Et je me souviens de la découverte par exemple de Monica de Bergman. C'est un film en noir et blanc, un film de jeunesse qui parle d'amour. Et je me suis dit, la liberté qu'il y a dans ce film, tu la ressens physiquement. Et ça, je me suis dit, là, il y a un super pouvoir qui est le cinéma. Goûter à cette forme d'insolence qu'amène l'état amoureux, c'est très puissant. Et si tu dois me citer un petit peu... soit des acteurs, des actrices qui t'inspirent ou un réalisateur, une réalisatrice, tu te dis oh là là, j'aimerais beaucoup bosser avec elle. Les vivants, quoi. Ouais, vivants, morts, ouais, on peut les faire ressusciter, il n'y a pas de souci, on peut s'organiser. Non, j'aurais aimé voir Delphine Seyrig répéter, bosser au théâtre, au cinéma. Je sais pas par où elle passe. Quand je regarde un film avec elle, je me pose parce que je me dis comment
elle fait ça avec une apparente simplicité. Elle va dans des zones de gravité extrême. Après, elle va dans une légèreté folle, dans une séduction infinie et en même temps quelque chose de très âpre. Et tout ça, c'est pas un hasard, c'est du travail, c'est une intelligence au travail. Ça, j'aurais bien aimé être petite souris, mais même juste me foutre quelque part chez elle, voir comment elle est, et dialoguer avec elle. Ouais. Comment tu choisis les projets de films dans lesquels tu t'impliques et deuxième question, comment tu travailles ton perso? Je pense que c'est toujours une rencontre, en fait, il y a un mouvement qui se fait des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont vu, est-ce que je la choisis, est-ce que je la choisis pas? Moi, en fait, ça se renifle, quoi. Parce qu'au moment où tu joues, et moi, c'est ça qui m'excite dans ce métier, c'est la confiance. Je trouve que ce qui est passionnant, ce qui est large, et ce qui fait vraiment ce laboratoire de dingue, c'est de faire confiance. Donc, si je sens... Mais ça m'est arrivé plein de fois, hein, où je donne ma confiance et je dis « Ah, l'arnaque !» Je me suis fait, franchement... non contractuel, ouais. Carnat, ou tout d'un coup... Ouais, moi, j'aime... Quand je joue, je peux donner beaucoup, je peux me mettre dans des états X, vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresse de le faire totalement. Et parfois, quand je vois en face, t'es lâché, quoi. T'es lâché au moment où tu sautes dans le vide. Et t'es genre, ah, ok, donc... Mais c'est plus une rencontre, finalement, que ton agent qui vient et en te proposant un scénario, qui te dit, voilà, je te connais bien. Je pense que ce serait plus ça qui te conviendrait. En tout cas, mais ça, c'est important. Il faut défantasmer cette histoire de... Personne n'a eu un rôle qui lui est tombé dessus dans la rue. Genre, personne. Jamais. Tous les gens qui ont eu un rôle ont eu envie d'avoir un rôle et ont fait un minimum de démarches pour. Être star, ça n'arrive pas par hasard. Être star, c'est un métier en soi. C'est un métier de tous les jours. C'est une construction mentale, c'est une organisation au quotidien. Effectivement, parfois, ça passe par les agents, mais le plus souvent, c'est parce qu'on a fait un premier boulot qui a été vu et qui a amené une idée. C'est quelque chose qui est dans l'air, c'est quelque chose... Moi, je me souviens d'un film que j'ai adoré faire qui s'appelle « 2 automnes, 3 hivers » de Sébastien Medbédé. C'est un moment où je devais faire une longue tournée au théâtre. Je jouais Roxane dans Cyrano de Bergerac. Et Sébastien arrive et il m'offre le rôle. Et j'ai même pas entendu qu'il m'offrait le rôle, tellement j'étais sur ce truc de théâtre, avec cet agenda fou, et je me suis dit, je vais pas y arriver. Et puis aussi, je comprenais pas. Il me faisait un cadeau hyper beau, que c'était un rôle sublime et tout. Plutôt que d'être flattée et dire merci, j'avais un problème, une névrose perso, j'arrive même pas à processer l'information, bref. Mais tout d'un coup, il m'a dit, Sébastien, au moment il écrivait, et puis à ce moment-là, je faisais plein de petits boulots et je faisais parfois des petites pubs. Et à ce moment-là, j'avais fait une pub pour, je sais plus quelle marque, Audi, je sais pas, un truc de bagnole, je sais même plus quoi. Et il était en train d'écrire et dans sa télé est passée la pub. Toi, tu dis, oh, je vais faire une pub, la honte et tout, il faut que je fasse gaffe. Sauf que il y a un truc qui est très humain, c'est pour ça qu'on voit un peu toujours aussi les mêmes têtes d'affiche, c'est qu'on a vu telle d'affiche, donc on pense à elle. Enfin, il y a un truc de mémoire immédiate. Et cette partie-là du métier, dont on parle jamais parce qu'elle est assez indicible, elle est assez abstraite, en fait, c'est franchement... je sais pas, 90% du temps d'un acteur. Et est-ce qu'il y a un rôle qui t'attire plus qu'un autre, que tu aimerais vraiment faire, et un type de rôle que tu aimerais pas du tout faire? Roxane, c'est un rôle, dans Cyrano, ouais. C'est un rôle qui me paraissait horrible. J'étais là sur des a priori de, oui, la précieuse, la coquette, qui fait toujours mi gna gna gna, mais je la voyais comme une sorte de sainte nitouche et tout. Après, j'ai vraiment bossé pour le rôle, et je dis... Ok, cette nana est juste furax, sublime, hyper forte. Le pli de nez qu'elle fait au patriarcat ambiant et à ce monde de Gascon qui est très masculin, de dire en fait c'est moi qui vais orchestrer la danse, c'est hyper puissant. Après, moi je me souviens quand j'avais lu Lettre à ma fille de Calamity Jane. Calamity Jane, elle avait eu cette fille, elle a dit mais ma vie, j'arriverai jamais à élever cette fille correctement. Donc c'était
c'était tellement tragique. Elle a fait adopter sa fille par une famille de fermiers qui était genre bon sous tout rapport. Et parfois, elle passait de loin et elle regardait sa fille et elle lui écrivait des lettres. Mais la rencontre s'est pas faite. Et voilà, ça, j'aurais adoré jouer ce personnage de Calamity Jane qui est maman et qui, en même temps, cette espèce de serial killer bizarre, de cow-boy et qui est en prise avec la violence. Et c'est trop tard, une fois qu'elle découvre la maternité, la violence l'a déjà emportée et elle doit sacrifier sa vie. Autre question, je te mets dans une autre position. Si tu étais professeur, ce serait quoi tes conseils pour donner la meilleure méthodologie, pour rentrer dans un rôle? Ouais, c'est une bonne question parce que moi, ma façon d'entrer dans le rôle, je peux bosser, je bosse en général le contexte historique, enfin j'essaie de voir comment on parlait à l'époque, comment s'habiller, comment on se tenait, quels gestes. Il y a des trucs très cons, mais à une certaine époque, ça n'existait pas d'avoir les bras le long du corps. Tu vois, c'est des trucs tout cons, mais quand tu joues, donc tout d'un coup, tu sais, ok, tu dois tout le temps avoir donc, tes mains comme ça, et c'est des petites choses comme ça. Donc il y a la partie comme ça, historique, physique, et puis il y a une partie auquel moi, j'adhère hyper fort, c'est la partie inconsciente. Parce que ma conscience est limitée, ma volonté est limitée, et en revanche, mon inconscient peut faire des trucs bien plus fous et peut aller chercher des zones bien plus folles. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, d'aider des jeunes à présenter des concours de théâtre. Eux-mêmes savent pas exactement où ils vont. Ils ont des indices, mais d'aller explorer, comme dans la vie, là, je ne sais pas ce que je vais dire dans 10 secondes, et de retrouver cet endroit-là dans le jeu, de dire, laisse circuler tous les accidents, toute la vie, toutes ces choses, ne prévoit rien, parce qu'un acteur qui prévoit dans son jeu, ben, toi, quand tu vas le regarder, tu vas voir un acteur qui prévoit. Et par rapport au travail, là, on a une photo qu'on va te donner. Vas-y. Ouais. Donc, tu as travaillé 6 fois avec Erwan Leduc. En quoi, en fait, aujourd'hui, la relation acteur-réalisateur, elle est importante pour le bon déroulement du film? Est-ce que c'est par rapport à de la communication? Est-ce que c'est parce qu'il y a un bon fit, il y a une bonne connexion? Qu'est-ce qui est important là-dedans? Ouais, c'est la question clé, c'est la question du cœur. J'aurais pas dû travailler avec Erwan Leduc parce que j'étais Maud Villers et que personne ne me connaissait. J'avais fait le Conservatoire National. Au Conservatoire National, on bosse avec la Fémis. On a des ateliers comme ça en commun. Et donc j'avais bossé avec Vincent Mariette, un réalisateur, qui par hasard connaissait Erwan. Erwan cherchait des actrices pour un court-métrage. Ce court-métrage-là, jamais. Et je l'ai lu, je me souviens avoir trouvé ça culotté, parce qu'il y a un moment, enfin, c'était 2 actrices et on est nus. Au moment, du coup, dans le court-métrage, je t'ai dit, ah ouais, ok, le gars, il fait un court-métrage, il met ces 2 actrices nues, ok. Il n'est pas gêné. Et donc, je sais pas, je l'ai pas appelé pendant... Je l'ai laissé passer 1 mois, puis d'un coup, je dis, merde, putain, j'ai jamais rappelé ce réal et tout. Parce que quand même, je sentais que dans les dialogues, il y avait un truc... Tu vois, comme dans les jeux vidéo, on parle d'une jouabilité. Ça, c'est un jeu où il y a une bonne jouabilité. Dans les dialogues d'Erwan Leduc, il y a une super bonne jouabilité. T'as envie de jouer, t'as envie de dire ça. Et en fait, mais il y a eu un truc fou, c'est que après, j'avais tellement envie de jouer dans son film que je lui ai laissé un message pour dire, ne me dis pas que j'ai pas le rôle, parce que il faut jamais faire ça. Je veux dire, ne faites pas ça. Ne me dis pas que j'ai pas le rôle parce que je serais trop triste, mais je sais que j'ai pas le rôle, mais ne me le dis pas, donc salut, genre ne nous parlons plus jamais, ciao, bye. Et il m'a rappelé en disant, ah merde, c'est dommage parce que en fait j'aurais bien aimé que tu... Ah, sympa. Tu joues ça, je dis, ah bon, ah. Ok, trop bien. Et puis après il cherchait des acteurs pour Perdrix, et il avait d'autres gens en tête. Et en fait, cette actrice pouvait pas, il y avait un truc de préparation pendant 2 jours, bref, elle pouvait pas être là, donc je l'ai juste remplacée. Et là, c'était un peu fou. Il avait pas besoin de finir ses phrases, il se levait pour venir me voir, pour me donner une indication de jeu, et je savais exactement ce qu'il allait me dire. Vous étiez connectés.
Après, il se sert de moi maintenant dans ses films parce que, par exemple, je me souviens avec Swan, et il y avait une chose où, pour les acteurs qui connaissent pas encore son univers, il m'utilise un peu pour dynamiter le truc, pour essayer de les choper de l'intérieur, comme j'aime bien faire ça. Je suis un peu son petit aiguillon bizarre. Mais merci, ça me touche beaucoup. Sur ton compte Insta, tu as partagé 7 photos qu'on va t'envoyer, qu'on va te donner. Oh ah ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce rôle, Joséphine Bonaparte? Donc ça, c'est ma Joséphine. Enfin là, elle a un peignoir. Si on enlève le peignoir, je peux vous dire que Pierre-Jean Larocque, le costumier, m'a fait un déshabillé. C'est-à-dire que c'est tout en... c'est vraiment transparent avec un petit plumetis dessus. Et j'ai des boucles d'oreilles aussi folles. Je me suis fait percer les oreilles pour ce rôle. Il y avait un partenariat avec une grosse marque. Je venais de me faire percer les oreilles et j'avais des boucles d'oreilles. Et on m'a dit, attention, chaque oreille, ça vaut un appartement. J'avais des gardes du corps. Tout était fou. Les plateformes, c'est quand même, il y a une démesure à raconter. C'est même assez indécent parce qu'il y a ça et en même temps, il y a un rite de croisière. Il faut avancer à toute barzingue. Tu as parfois reçu les textes le matin même. Du coup, tu sens la différence entre quand tu tournes avec des plateformes de streaming américaines ou alors des boîtes de prod françaises? Un point fou. Pour moi, c'est presque pas le même métier. Ah waouh. Ouais. Ça veut dire que l'endroit où justement on peut échanger, juste ça, hein, échanger, préparer un rôle, n'a pas lieu. Effectivement, les gens qui font les costumes préparent des costumes sans savoir combien. Les gens qui font le casting choisissent un peu des gens sans savoir exactement quel rôle ou un peu en se disant « Ah, j'ai entendu parler de ça ». Donc, on avance tous un peu à vue comme ça. Donc, on est toujours au bord du chaos et en même temps avec des moyens incroyables. Moi, j'étais hallucinée. C'est vrai que j'étais comme un enfant. Le jour où j'arrive, on tournait à l'intérieur du fort de Vincennes. Ils avaient reconstitué ça à l'époque, donc c'est juste avant l'Empire, donc c'est entre la Révolution française et l'Empire, avant que Napoléon devienne empereur. Et là, vraiment, je dis, ok, là, vous me faites complètement voyager dans le temps. Là, je m'y suis crue complètement, avec une rue entière et des petits commerces et des animaux. Enfin, c'était incroyable. Là, je me suis dit, donc il y a ça, et en même temps, il y a le chaos parce qu'on va avoir une prise... Alors qu'à ce moment-là, il y a Mario Loracci avec ses chevaux, il y a une carriole il y a une explosion et tout, donc il y a une mise en place des cascadeurs qui doivent s'éjecter, enfin un truc vraiment fou. Et en même temps, à l'intérieur de ça, pour le jeu, tu fais une prise. Incroyable. Donc ça, mais c'est vrai, on raconte pas assez de cette histoire, mais les histoires des plateformes, ça change complètement le rapport au métier. Là où, avant, ouais, tu fais une répète, tu cales, tu réfléchis, tu essayes, tu cherches, tu réécris le texte, tu t'inventes avant, et puis là, il y a un truc genre « Vas-y, fonce !» Et après, je veux dire, il peut ressortir des choses très fortes. Je pense quand même qu'il devrait y avoir un juste milieu. Mais donc ça, c'est ma Joséphine. Ouais, il y a un principe très charnel, très sensuel dans cette série, donc j'ai donné de ma personne. Et en même temps, c'est une plateforme américaine, donc c'est une question que j'ai posée tout de suite, parce qu'on avait un coordinateur d'intimité, et je lui ai dit, mais en fait, on est chez les Américains, donc il n'y a pas de tétons. Non, il n'y a pas de tétons. Donc on fait des scènes de baise assez intenses, et en même temps, il ne faut rien voir. Donc tu vois, franchement, tu te mets en... tu fais rentrer des ronds dans des carrés tout le temps. Bon, mais bonne expérience. En fait, il faut le prendre avec la légèreté, la joie de ça. Mais si le métier ne devenait que ça, moi, il me manquerait quelque chose de fondamental, qui est on échange, on met du sens, on sait un peu où on va. On a vu que tu étais très présente dans le cinéma d'auteur, ce qui est top. Mais en quoi c'est singulier pour toi? Et qu'est-ce qui t'attire dans ce type de cinéma? On a dit que c'était l'authenticité, c'était les échanges, mais est-ce que il y a quelque chose d'autre qui te parle dans le cinéma d'auteur? Donc il y a un prototype dans le cinéma d'auteur, c'est-à-dire que tu fais un pari et
Ok, on se donne rendez-vous ce jour-là avec ce scénario-là et tout le monde est concentré à essayer de faire quelque chose de beau. En dehors d'un cahier des charges, moi ce qui me fait peur je pense que le cinéma de marché, il est important, c'est bien qu'il existe, c'est bien qu'il coexiste avec le cinéma d'auteur, mais il y a quelque chose où on veut que ça marche, effectivement, parce qu'on met déjà des moyens forts et on veut un retour sur investissement. Donc on veut déjà connaître le produit fini, on veut déjà connaître l'affiche, on veut déjà... Et donc la seule manière de déjà connaître, c'est de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui a déjà été vu. Ça, ok, ça existe et puis c'est rassurant. Parfois on aime ce qui ressemble à ce qu'on a déjà aimé et ok, pourquoi pas. Moi, je trouve que l'énorme luxe, mais plus que le luxe, une forme de responsabilité artistique, c'est de continuer aussi à pouvoir être un peu acerbe, un peu insolent, un peu dangereux, un peu... Je dis ça, il faut mettre personne en danger, hein. Mais en tout cas, dans le propos d'aller chercher, je veux dire, le cinéma sert aussi à pousser des curseurs, à interroger l'humain, à interroger les rapports de force, à interroger l'histoire, à interroger le présent. Et ça, si on veut déjà tout connaître d'avance et être rassurant, on n'inventera rien et on ne déplacera rien. Moi, j'ai besoin que le cinéma, en tant que spectatrice, me déplace. J'aime bien sortir différemment de la salle de cinéma. J'ai envie d'être interrogée dans le sens que je peux donner à la vie, que je peux donner à l'histoire. Et le cinéma d'auteur, il participe de ça. Et tu penses qu'il y a un avenir du cinéma d'auteur en France ? Ah ouais, sinon je serais pas là. Ah ouais, sinon j'aurais arrêté tout. Non, j'ai besoin de cet espoir-là, j'ai besoin d'y croire. Et je vois, et il n'y a pas la même chose dans l'air sur un plateau. Après, les gens aiment travailler et tout, mais dans le cinéma d'auteur, il y a quelque chose. Et s'ils sont honnêtes, je veux dire, tout le monde pourra lire. Je sais, par exemple, que François Civil, le moment où il travaille avec Teddy Lucie Modeste, il goûte à quelque chose de très précieux. Il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose on se rassemble sur un projet et peu importe le temps que ça prend, peu importe le coût que ça a, en fait, ce qui nous rassemble, c'est qu'on croit à cette histoire et ensemble, on a besoin, on a envie de la raconter. C'est à peu près imbattable, mais c'est un truc vraiment con d'humain, quoi. Qu'est-ce qui peut donner un peu de sens à nos vies ? Eh ben, c'est d'essayer de faire ensemble un truc qui est beau. Et le cinéma d'auteur a cette prétention-là que je trouve importante. Tout au long de ta carrière, tu as continué à faire part belle au court-métrage jusqu'à être la marraine du Festival du court-métrage en 2022. Aujourd'hui, on se pose un peu la question, qu'est-ce que ça apporte ce format par rapport à la version longue ? Justement, c'est un endroit qui est hyper précieux parce que c'est un endroit où on est très proche de son désir. C'est-à-dire que le réalisateur, normalement, personne te demande, tiens, écris un court-métrage, personne t'attend. Si tu fais un court-métrage, normalement, c'est que t'as besoin, t'as gratté un truc, tu dis, je veux faire du cinéma. Et si tous les matins, tu te réveilles et t'as besoin et t'as envie d'écrire un poème, alors t'es poète. Et le court-métrage, c'est un endroit très exact du cœur. C'est les meilleures ambiances de plateau. C'est-à-dire que tu pars, oui, c'est crevant, en général, tout le monde est dans un état, c'est court, donc tu sais que ça va être 5 jours, hyper intense, mais en fait, c'est une chose folle, c'est pouvoir de nos mains vides, quoi. Donner ce qu'on n'a pas, c'est faire... On n'avait pas besoin de nous, et pourtant on se rassemble, et on essaye de faire un truc ensemble. C'est le seul sens que je trouve. Mais on est d'accord pour dire que l'économie autour du court-métrage est compliquée. L'économie, elle est compliquée parce qu'effectivement, si on réfléchit en termes de rentabilité, enfin, elle ne répond pas à des critères de rentabilité, elle n'est pas là pour ça, même. En revanche, quand on voit le monde que ça draine dans les festivals de court-métrage et la pluralité des profils des spectateurs, c'est super puissant. Je veux dire, les festivals de court-métrage, mais pas que en France, je veux dire, ça cartonne. Il y a quelque chose de la démocratie qui est comme ça exercée à l'intérieur de l'outil cinéma qui est folle. Est-ce que tu penses que ce sera mass market à un moment, qu'on ira dans des cinémas comme quand on va voir des longs métrages pour voir des courts métrages? Est-ce que tu penses qu'il y aura une économie qui arrivera à se créer
autour du court-métrage? Je pense qu'il y a une économie qui se crée, qui est sur d'autres courants, qui sont pas des courants forts, mais la vie d'un court, elle est parfois étonnamment plus longue que la vie d'un long. Et elle est vue par des gens... Et ça, j'y tiens vraiment, avec des profils très différents. Le court-métrage, c'est une entrée très directe pour le cinéma et très, très disponible, quoi. Avec moins de snobisme que du long-métrage. Enfin, moi, je serais vachement pour que le court, par exemple, qu'il y ait un court-métrage avant la diffusion des longs-métrages dans les cinémas. Mais il y avait ça avant. Hein. Puis les cinémas les exploitants se sont dit, attends, mais c'est trop dommage, on a ce petit espace, on va faire la pub pour le film qu'on va passer après. Au début, les exploitants faisaient ça gracieusement, parce que ça faisait aussi de la pub pour leur cinéma, vous voyez, pour qu'ils aient des places après. Et puis après, quelqu'un a décidé, un peu Jean Mineur et tout, on dit « Ah, mais attendez, on peut faire payer ça !» Et puis après, c'est devenu un business. Je suis sûre que ce serait très étonnant et que le public serait très friand de ça. C'est fou, le festival de Trouville, par exemple, ils mettent en place, et c'est un truc que les Canadiens ont beaucoup fait, il y a un rendez-vous dans la ville, venez. Donc, qui a un scénario? Moi. Qui veut tenir la perche? Moi. Qui veut jouer? Moi. Et il y a des petits films qui sont faits et qui sont parfois, mais géniaux. Enfin, je sais pas, pour faire société, quand la question se pose, là, c'est un endroit très sûr pour ça. Et d'ailleurs, tu as joué un personnage lesbien dans Mixte, un personnage avec un déni de grossesse dont toi non plus tu n'as rien vu. Est-ce que certains rôles t'ont sensibilisé sur certains sujets de société? Ouais, ce qui est génial quand je travaille mon personnage dans Mixte, c'est que je découvre toute la littérature lesbienne des années 70. Waouh! Juste pour ça, même le tournage n'avait pas commencé. Hein. Et moi, j'étais avec mes bouquins de Monique Wittig, et juste pour ça, j'ai dit, moi, c'est bon, j'ai déjà gagné, en fait. Forcément, c'est une richesse, c'est à chaque fois une sorte de cours génial d'exploration et de savoir. Mais là, par exemple, Joséphine Bonaparte, bon, je passe le casting, on me file pas de scénario. Ouais. Et on me dit, t'es prise, et j'ai toujours pas lu de scénario. Ouais. Ça arrive souvent, ça? Ouais. Ok. Justement, dans les plateformes, parce que ils ont très peur aussi que ça fuite, et puis je pense que les choses sont pas encore greenlightées. Totalement, donc on les reçoit hyper tard. Ok. Donc moi, ce que j'ai fait en attendant, j'étais à la bibliothèque, et j'ai été choper des choses sur Joséphine. Donc Joséphine, ses parents, à la Martinique, la canne à sucre, enfin, forcément, il y a un truc d'histoire qui est vertigineux. L'esclavagisme, le rapport, c'est fou. J'ouvre des pans et je dis, au moment où le tournage commence, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Moi, j'ai déjà ouvert des trucs. Et puis, je ne sais pas après comment ce sera rendu. J'ai des indices sur comment Joséphine, pour le coup, parce qu'elle a existé, c'est un personnage qui a existé, comment elle était dans son rapport aux autres, comment elle arrive à Paris. Et en fait, pourquoi ça match avec Napoléon, ce fou furieux, dangereux de Napoléon? Parce que tous les deux ont cette sorte d'accent, c'est des insulaires, et ils arrivent et ils essayent de flatter, de séduire Paris, l'intelligentsia parisienne, et ils galèrent tous les deux, et avec une violence intrinsèque qui est dingue, et un racisme qui est dingue, mais tout ça, moi, c'était important pour moi. Quand je joue un personnage, je tiens à ses défauts. Je suis pas là pour sauver tous mes personnages. Je me souviens, j'avais joué Marie-Antoinette aussi. Marie-Antoinette, elle avait un truc avec les gens autour, même à la fin, à la prison du Temple, qui lui donnaient à manger. C'était des petites gens pour elle. Moi, je voulais pas tout d'un coup en faire une espèce de grande humaniste. Ouais, venez, vous êtes tous mes amis. Non, je sais pas si elle connaissait le prénom de la nana qui venait tous les jours lui. Donc voilà, je tiens aussi à. Tu tenais à être fidèle en fait au perso. Ouais, et à raconter les histoires, les histoires qui dérangent. Ah ouais, j'y vois une responsabilité en tant qu'interprète, ouais. Et est-ce que, alors je sais pas si tu vas avoir la ref, mais comme Jim Carrey dans le rôle d'Andy Kaufman, est-ce que un de tes rôles s'est initié dans ta vie privée, ta vie intime? Est-ce que c'est devenu ta perso en fait? Tu veux dire que Jim Carrey c'est pas sorti d'Andy Kaufman?
Je sais pas, je pense que franchement, c'est aussi parce que Jim Carrey, il avait envie de ça. Mais ce que je te disais au début, dans le rapport à un rôle, c'est que, et dans le rapport à quand on devient une star, parce qu'on a envie de ça. Jim Carrey, il avait envie de cette folie. Il a envie de s'offrir ça et il a trouvé un super bon alibi qui est Andy Kaufman et un sublime film pour le faire. Je me souviens une fois, je devais dans un film pleurer très très fort. Et il y avait un travelling, comme ça la caméra s'avançait, un travelling avant, et je pleurais, et puis il me disait, ah, ça se voit pas assez et tout. Donc je me mettais vraiment dans un état genre sur le canapé, je disais, oh, c'est pas possible, avec celle qui jouait ma sœur. Et je disais, mais putain, mais allume une lumière, quoi, si tu veux voir les larmes sur mon visage et la brillance, moi je suis. Mais donc je me suis quand même mis dans un état vraiment genre, pas possible, fracasse. Tout en sachant très bien que c'était pour de faux et que c'était du jeu. Sauf que, et j'étais étonnée de ça, le soir, en rentrant à l'hôtel, j'avais mon corps qui sanglotait encore, qui faisait genre... Et je disais, mais non, mais tu sais, c'est une fausse histoire, tout va bien et tout. Mais quand même, pour mon corps, j'ai passé la nuit à sangloter, une partie de la nuit à sangloter. Donc... Effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas anodin sur comment ça traverse le corps. Combien d'histoires il y a de, par exemple, le rapport à la grossesse. Tu joues une femme qui fait une grossesse, tu joues une femme qui a un enfant, et comment, à ce moment-là, la femme qui essaie d'avoir un enfant tombe enceinte, l'actrice, enfin, il y a toujours comme ça des résonances. Mais c'est aussi parce qu'on accorde une importance à cette histoire-là et qu'elle nous parle et qu'on est d'accord de dialoguer avec ça. Je ne crois pas qu'un rôle nous transforme de manière passive et on se met là et on apprend le texte. Non, c'est parce que ce rôle effectivement est rentré en dialogue avec quelque chose qui était déjà en germe ou secret. Moi, ce truc, le déni de grossesse, par exemple, c'est un personnage qui est fou parce que je me suis dit, putain, pour jouer ça, pour jouer un personnage qui ne fait plus confiance, qui n'a plus confiance en son propre corps, puisqu'effectivement, elle a passé 9 mois de grossesse sans le savoir. Comment tu joues ça? Et tu as l'impression que non seulement la caméra voit un truc fou, c'est-à-dire qu'elle voit ta pensée à travers l'œil, mais là, tu dis, même la pensée de mon personnage n'est pas raccord avec ce que tu... Donc, tu dois aller encore plus profond. Donc, tu fais un travail de dire, attends, il y a un truc qui se passe au cœur de la matrice, là, au cœur du réacteur féminin, et une sorte d'absence à soi. Donc, c'est pas anodin parce que tu fais un travail d'empathie par rapport à une femme qui a fait effectivement un déni de grossesse. Et effectivement, tu t'en es changé. Enfin, j'aurais été bien tarée de sortir d'un projet comme ça en trouvant tout cool. Non, et puis j'ai passé, pour ce rôle-là, par exemple, j'ai passé une journée dans une prison pour femmes à Versailles. Ok. Donc, juste, cette expérience-là, je n'ai pas passé longtemps, hein, mais de voir ces femmes qui sont en prison, de respirer l'air qu'elles respirent en prison, il y a un avant et un après dans ma vie. C'est-à-dire que rien ne m'avait préparé aux heures que j'ai passées là-bas et au regard que j'ai vu de ces femmes, souvent très jeunes, dans ces femmes-là, dans ces endroits-là. Voilà, mais ça, n'importe qui, c'est juste un truc humain, quoi. Tu parles beaucoup d'émotions, de ressentis, etc. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui te caractérise. C'est quoi les émotions que tu penses le mieux incarner dans tes rôles? C'est paradoxal parce que j'ai l'impression d'être plutôt dans la vie joyeuse et j'aime bien. Je suis tellement heureuse sur un plateau, j'aime bien blaguer et tout. Mais après, il y a un truc qui s'appelle, au théâtre, on en parle plus, c'est le masque neutre. Ça veut dire qu'en fait, mon visage, quand je fais rien, il vous raconte un truc, que je veuille ou non. Il vous raconte une histoire. Et ça, c'est très vertigineux le moment où on se rend compte de ce que son visage raconte. Et au début, je me dis, putain, je raconte beaucoup d'histoires. Au début, tristes. Les premiers rôles que j'avais, c'était vraiment des personnages avec vraiment, c'était tragique, quoi. Il y avait une forme de... C'était toujours l'Ophélie d'Hamlet, quoi. La nana qui se retrouve dans les eaux, sacrifiée. Et je me suis dit...
Et en fait, effectivement, moi j'avais à ce moment-là, je portais en moi une douleur, mais je pensais pas du tout que ça se voyait. J'étais déjà, je fais un métier que j'adore et tout va bien, tout cool. Et en fait, non, il y avait une autre histoire qui était racontée qui m'échappait complètement. Mais quand je mettais la somme de mes rôles ensemble, je disais, merde, ça raconte ça. Moi, j'aime bien ne pas tout savoir parce que je pense que sinon, comme je vais jamais voir le combo quand je suis sur un tournage. Après, je vais me juger, je vais me dire ah là c'est con, là j'aurais dû mettre ma mèche comme ça et tout. Il y a parfois des rôles où je vois qu'il y a une telle inquiétude de l'acteur, de l'actrice sur ses rides et sur son visage qui vieillit, qu'il n'y a plus que ça qui m'est raconté. Je vois l'inquiétude de cette actrice. Je vois plus que ça et ça me mange le reste de l'histoire du film. On a beaucoup parlé de tes anciens projets. Tes projets en cours. C'est quoi tes projets à venir? À part si c'est secret. Mais on dira rien, promis. Ouais, j'ai plein de trucs secrets. La mystérieuse vie d'actrice. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Là, il y a une période vraiment, pour le cinéma, vraiment très bâtarde. On voit hein, le principe d'austérité, la culture qui est touchée. Ça se voit pas encore au niveau du grand public dans les propositions de films, mais par exemple les techniciens, il y en a beaucoup qui avaient bossé maintenant qui arrivent à la fin de leur intermittence. Là, cette année, il y a une précarisation de nos métiers là cette année qui est assez folle. Hein. Je pense que il y a un réglage qui va s'opérer, qui va se refaire en partie. Je pense qu'il faut trouver des nouvelles manières de produire les films. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, devant Cinéphile. Je pense qu'il va falloir déplier ces questions-là de cinéma et comment on fabrique, parce que moi, à mon niveau, des réalisateurs qui auraient envie, qui ont écrit des rôles pour moi, des premiers rôles et tout, doivent aller proposer ce rôle à toujours ça se compte sur les doigts d'une main, les gens par génération, les actrices et acteurs qui permettent à des films de se financer. Ah, alors ces mêmes acteurs ont un emploi du temps, ils sont bookés sur 3 ans, ils sont fatigués, en général ils ont besoin de vacances, et puis à côté de ça, il y a un gap énorme entre les acteurs qui attendent du travail. Et avant, il y avait ce qui s'appelle les films du milieu, il y avait une zone comme ça qui permettait d'avoir une zone grise comme ça. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Donc moi, mes projets, moi, je suis un peu en première ligne de ça parce que j'ai fait des choix, effectivement, des films d'auteur, du théâtre et des choses que j'adore et dont je suis vraiment, enfin, que je suis des projets, des équipes dont je suis fière d'avoir rencontré. Et j'ai pas joué au jeu de l'autopromotion, d'avoir un agent image. Je me suis même pas posé la question à aucun moment d'avoir des contrats avec des marques et tout. Sauf qu'aujourd'hui, oui, en tant qu'acteur, si on n'a pas une marque avec nous, si on n'est pas égérie, on est moins visible dans les médias et donc on est moins choisi dans les films. Donc parce que tu fais moins d'autopromo sur les réseaux et que tu es moins, on va dire, brandé, en tout cas, tu trouves que c'est plus difficile d'avoir des rôles au cinéma ou dans des... C'est ça le sous-titre. Ouais. Ah, c'est pas je trouve, c'est plus difficile. Après, j'adore parce que j'ai une liberté d'expression qui est entière. Ma parole n'est pas vendue à qui que ce soit et je peux... Voilà, je suis responsable de ce que je dis et il n'y a personne qui va me dire qu'est-ce que tu vas dire là, attention. Et donc je suis super heureuse de ça. Mais je vois aussi que dans le monde c'est un business, le show business. Aujourd'hui, ça fait un peu loi. Je pense qu'il y a des cycles hein, et qu'à un moment, les gens vont être un peu saturés, disant bon, ça va, arrêtez de... Enfin, on veut voir autre chose. Et on voit que le public, quand Vain Dieu cartonne au cinéma et s'approche du million d'entrées, c'est pas sur la foi d'un casting de stars. Donc le public, il a envie. Mais voilà, il faut trouver quel courant. Donc j'ai des projets, j'ai un très beau projet, notamment un réalisateur qui s'appelle Jean-Luc Gaget, sur son enfance où il était fils de boucher. Ok, intéressant. Et j'ai des projets, et puis je pense qu'à un moment,
ce que j'ai pas fait pour le moment, jamais, d'être à l'initiative de projets. Parce que j'adore justement être déplacée et aller à la rencontre d'autres univers. J'avais peur de me tourner un peu autour de moi, mais je pense qu'il faut maintenant, à 42 ans, que je sois à l'initiative de choses.